Salut et bienvenue sur Teacher Elect, cette chaîne où nous vous éclairons sur des concepts électriques sans vous électrocuter. Dans cette capsule vidéo, nous allons parler du démarrage direct de sens de marche, où nous verrons tour à tour son principe, le schéma fonctionnel, son circuit de puissance, son circuit de commande, et nous terminerons par ses avantages et inconvénients ainsi que les applications de ce type de démarrage. En guise de principe, le démarrage direct de sens de marche est un mode de commande d'un moteur asynchrone triphasé permettant un démarrage direct sur le réseau, une rotation dans les deux sens que l'on peut qualifier de marche avant et marche arrière, et cette inversion se fait ce changement de sens se fait par inversion de deux phases. Le sens de rotation d'un moteur triphasé dépend de l'ordre des phases. Inverser deux phases implique inverser le sens de rotation du moteur. C'est ainsi que nous pouvons avoir pour la marche avant ou le sens 1, un ordre de phase L1, L2, L3, et pour la marche 2 ou marche arrière, nous pouvons choisir d'inverser deux phases parmi ces trois. Nous avons donc trois options, soit maintenir la phase L1 et inverser L3 et L2. On va quitter donc de L1, L2, L3 à L1, L3, L2. Ou maintenir la phase L3, inverser L1 et L2. Ou encore maintenir la phase L2, inverser L1 et L3. Donc lorsque nous inversons deux phases, on change ainsi le sens de rotation de notre moteur asynchrone triphasé. Les enroulements du stateur du moteur sont connectés directement sur le réseau. Le moteur reçoit 100% de la tension du réseau dès le début. Et à l'instant de démarrage, le moteur absorbe une forte pointe de courant généralement comprise entre 4 et 8 fois le courant nominal. Pour ce qui est du schéma fonctionnel, nous avons dit le schéma fonctionnel n'entre pas dans les détails techniques, il nous montre juste les fonctions essentielles. C'est ainsi que ce demi-triangle assuré nous fait savoir que nous avons affaire à un démarrage direct semi-automatique, je veux dire. La flèche double sens nous montre que nous avons affaire à un démarrage deux sens de marche. Le symbole du contacteur montre qu'ici, l'élément de commande sera le contacteur. Nous avons ce petit carré noir qui montre que l'ouverture et l'arrêt sont automatiques. Et ici, nous avons bien évidemment notre moteur triphasé. Pour ce qui est de son circuit de puissance, le schéma que vous voyez représente le circuit de puissance. De façon générale, le circuit de puissance renvoie les chaînes d'éléments électriques qui permettent au moteur d'être alimenté et de tourner. Ce circuit de commande très souvent comporte le réseau, les protections, le contacteur, le relais thermique et le moteur. Dans notre précédente vidéo liée au démarrage jet un sens de marche, nous avons ce dispositif-ci, c'est-à-dire tout ce schéma, on ignore cette partie-ci. Nous avons tout ce schéma qui contient le démarrage jet un sens de marche fait à partir d'un seul contacteur. Cependant, nous avons ici un démarrage direct deux sens de marche. Chaque sens de marche sera géré par un contacteur. Donc, c'est ainsi que dans la partie puissante, nous aurons notre sectionneur porte-fusible que voici. Nous aurons deux contacteurs KM1 et KM2 que voici, KM1, KM2. Nous aurons notre relais thermique et enfin notre moteur. Alors, regardons très bien les phases dans le fonctionnement des deux contacteurs. Ici, nous avons la phase L1, L2, L3, en sortie L1, L2, L3. Or, pour le contacteur 2, L1 finit par devenir L3, L2 reste L2 et enfin L3 finit par devenir L1. Vous comprenez donc que pour le sens 2, on a inversé les phases L1 et L3. D'où, lorsque KM1 va fonctionner ou alors va s'exciter, le moteur va tourner dans un sens. Et lorsque KM2 va s'exciter, le moteur KM2 va tourner dans un autre sens. C'est un signe de triangle-ci indique le verrouillage. Ça veut dire, ce schéma ou alors ce mode de démarrage doit fonctionner de telle enseigne que si jamais le contacteur KM1 est en fonctionnement, même si l'on fait quelle manœuvre, le contacteur KM2 ne doit jamais être en fonctionnement et ce, vice-versa. Nous verrons cela dans la partie commande. Comment est-ce que cela va se passer? Alors, nous continuons ici avec le circuit de commande de ce mode de démarrage que nous allons expliquer plus bas. Ici, on sait très bien que le circuit de commande pilote
sécurise et organise tout le fonctionnement du moteur. Nous avons ici KM11 qui représente l'auto-maintien du sens 1, c'est-à-dire lorsque nous allons appuyer sur le bouton poussoir, une fois le contacteur KM1 excité, comme on va le voir dans la partie fonctionnement, vous savez très bien que le bouton poussoir, quand on l'appuie, on va enlever la main, il va revenir à sa position initiale. L'auto-maintien, si c'est cet élément, ou alors ce contact qui va maintenir l'excitation de la bobine du contacteur KM1. De même, KM21 sera l'auto-maintien du contacteur KM2. C'est-à-dire, après avoir appuyé sur le bouton poussoir et enlevé notre main, c'est lui qui va maintenir la bobine KM2 en excitation. D'où KM11 auto-maintien sens 1, KM21 auto-maintien sens 2, KM12. KM12, c'est ce contact-ci. C'est le verrouillage du sens 1. C'est-à-dire, lorsque le contacteur KM1 sera excité, ici, à ce niveau, ce contact va s'ouvrir, faisant en sorte que même si un opérateur vient appuyer sur le bouton poussoir S2, le contacteur KM2 ne pourra jamais être excité. De même, KM22, ici présent, ce contact, c'est le verrouillage du sens 2. Lorsque le sens 2 sera en fonctionnement, ici sera ouvert de telle enseigne que même si par mégarde, un opérateur vient appuyer sur le bouton poussoir S1, celui-ci ne devra jamais permettre l'excitation du contacteur KM1. Par la suite, nous avons 4 voyants. Le voyant 1, H1, qui est le voyant de mise sous tension. Le voyant H2, qui nous indique la rotation dans le sens 1 de notre premier moteur lorsqu'il est allumé. Le voyant H3, la rotation dans le sens inverse de notre moteur. Et enfin, le voyant H4, je veux dire, qui ici nous sert de voyant qui permet de détecter s'il y a une surcharge au niveau de notre installation. Nous avons ainsi une boîte à 3 boutons poussoirs. Un bouton poussoir pour l'arrêt, un bouton poussoir pour le sens 1 et un bouton poussoir pour le sens 2. Voilà ainsi présenté les différents compartiments de notre circuit de commande d'un démarrage direct de sens de marche. Nous allons donc passer au fonctionnement. Le fonctionnement va se faire ici en 2 étapes. La première étape, c'est celle-ci et enfin la deuxième, c'est cette autre. À la première étape, nous allons fermer le sectionneur porte-fusible. Une fois fermé, nous allons observer que cette lampe-ci va s'allumer pour indiquer la présence de tension. Par la suite, nous allons faire une impulsion sur le bouton poussoir S1 et ce qui va s'en suivre, c'est la fermeture des différents contacts liés au contacteur KM1, à savoir le contact KM11, le contact KM12 et le contact KM13. D'où lorsqu'on dit impulsion sur S1, fermeture du contacteur KM1, ce qui va s'en suivre, on aura l'auto-maintien KM11, ouverture de KM12, fermeture de KM13. On aura également la lampe H2 qui va s'allumer pour signaler que le moteur est en marche dans le premier sens. Par la suite, si on veut arrêter notre système, on va venir appuyer sur le bouton poussoir S0. Lorsque l'on va vouloir enchaîner avec le sens 2, on vient appuyer sur le bouton poussoir S1. Les actions qui vont s'en suivre, on aura l'auto-maintien KM21 qui va se fermer. On aura l'ouverture de KM22 pour empêcher que le sens 1 fonctionne. On aura la fermeture de KM23 qui va ainsi permettre que la lampe H3 soit allumée. Ceci nous indiquera que notre moteur est en train de fonctionner dans le sens inverse. Et plus tard, on pourra revenir appuyer sur le bouton poussoir S0 pour l'arrêt. Tout cela, nous voyons ça par la suite, pas à pas. Alors ici, nous avons nos deux schémas, le circuit de puissance et le circuit de commande. Nous venons donc, lorsque nous fermons notre disjoncteur de tête, nous observons la présence des 3 phases ici à l'entrée et sur la partie commande la présence de la phase et du neutre. Ici nous avons pris une partie commande qui va fonctionner avec une tension dont les bobines des contacteurs peuvent s'exciter avec une tension monophasée de 220-230 volts. Alors la première étape, comme on l'a dit, lorsqu'on ferme notre disjoncteur d'abonnés, nous avons l'apparition d'une tension phase neutre sur la partie commande et de 3 tensions
simple ou composé sur la partie puissance. Alors, à partir de cette étape, qu'est-ce qui va s'en suivre? Nous devons venir fermer notre sectionneur porte-fusible manuellement sur la partie puissance. Une fois que celui-ci sera fermé, on observera aussi la fermeture ici sur la partie commande et des actions vont s'en suivre. Alors, venons fermer notre sectionneur porte-fusible. Une fois notre sectionneur porte-fusible fermé, nous observons que la phase ou alors l'alimentation traverse le sectionneur et arrive à l'entrée du contacteur KM1 et à l'entrée du contacteur KM2. Ça, c'est au niveau de la partie puissance. Au niveau de la partie commande, le sectionneur fermé, la phase et le neutre vont traverser. La phase va parcourir tous les trajets où les contacts sont normalement fermés ou alors les fils sont sans discontinuité. Ici, nous arrivons là, le contact 95-96 est fermé, on traverse. Le contact du bouton poussoir S0, 1, 2 est fermé, on traverse. On vient donc, l'énergie arrive jusqu'à cette ligne-ci. Le reste des contacts sont ouverts, ça ne peut pas traverser. Ici, le neutre vient alimenter la bobine du contacteur KM1, la bobine du contacteur KM2 et il vient alimenter chacune des lampes. Donc, on a un neutre positionné sur toutes les lampes. Regardez bien la différence. Avant, regardez ce qui se passait. Le neutre n'était pas là. La phase ou alors l'énergie ne circulait pas sur ces différents éléments. Donc, on referme notre sectionneur porte-fusible. On observe que la lampe H1 parcourue entre un neutre et une phase s'allume pour indiquer la présence de la tension. Maintenant, la prochaine action que nous allons mener serait de fermer soit le contacteur KM1, soit le contacteur KM2. Ici, la fermeture de ce contacteur ou alors de l'un des contacteurs ne se fera pas manuellement, c'est-à-dire en venant imposer au niveau du contacteur. On va la faire via une commande à distance par bouton poussoir. C'est ainsi que pour la mise en marche du contacteur KM1, nous allons venir fermer ou alors appuyer le bouton poussoir S1. Dès lors qu'on va l'appuyer, l'énergie va transiter, ce contact est fermé, cette bobine sera parcourue par un neutre et une phase, d'où son excitation. Et la bobine d'un contacteur excité, tous ces contacts doivent changer de position. C'est ainsi que les contacts de puissance vont se fermer. Les contacts de commande KM11, il va se fermer pour l'auto-maintien. KM12 va s'ouvrir pour empêcher que si un opérateur appuie sur S2, que le contacteur KM2 soit excité. Et enfin, le contact KM13 va se fermer, allumant ainsi le voyant lumineux H2 nous indiquant que notre moteur est en train de tourner dans le sens 1. C'est ainsi que nous venons sur notre bouton poussoir S1 que nous fermons. Lorsque nous fermons, notre moteur tourne immédiatement dans ce sens-ci, comme vous voyez la flèche. Et ici, c'est un mode transitoire. Tous les contacts se sont fermés. Les contacts du contacteur KM1, tous se sont fermés. Ici, il s'est ouvert. Là, il s'est fermé. N'oubliez pas que ici, c'est un bouton poussoir. Quand on l'appuie, lorsqu'on enlève la main, il revient à sa position initiale. Regardez, j'enlève ma main, il revient à sa position initiale. Mais le système continue de fonctionner. Pourquoi? À cause de l'auto-maintien. On l'a dit, quand on appuie, l'énergie transite. Une fois le contacteur ici, tous ces contacts changent de position. Donc l'énergie qui arrivait là, même quand j'enlève ma main, vient là, passe par ici, par l'auto-maintien, pour continuer de maintenir, exciter la bobine du contacteur KM1. Nous voyons très bien que notre moteur, le relais thermique ayant ses contacts toujours fermés, celui-ci, bon ici c'est une erreur, ça devait passer en rouge également. Tout ça c'est en rouge. Donc ici, notre relais thermique tourne, et notre moteur, je vais dire, tourne dans le sens 1. Nous avons ici le voyant H2 qui est allumé pour nous indiquer que le sens 1 est activé. Par la suite donc, nous pouvons décider lorsque le travail que nous voudrions faire dans le sens 1 est achevé, nous venons ici, nous décidons d'ouvrir et d'arrêter la marche 1. Regardez, voilà, ça c'est transitoire et après, ça revient à sa position d'équilibre.
tout s'est arrêté. La LED sous tension reste. Les contacts liés au contacteur KM1 sont revenus à leur position initiale. Celles qui étaient fermées se sont ouvertes et celles qui étaient ouvertes se sont fermées. Ainsi, le sens 1 est terminé. Nous allons par la suite passer au sens 2. Pour activer le sens 2, nous appuyons sur le bouton poussoir S2. Quand nous enlevons notre main, il revient à sa position normale, mais la bobine du contacteur KM2 est excitée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contacteur KM2 sur sa partie puissante s'est fermé, mettant ainsi en rotation dans le deuxième sens, le sens contraire au premier, notre moteur. Les contacts de commande KM2.1 auto-maintien s'est fermé pour maintenir excité. KM2.2, le verrouillage s'est ouvert pour que si jamais un opérateur vient appuyer ici, que l'énergie ne puisse pas transiter au moyen de ce contact. Et enfin, nous avons ici le contact KM2.3 qui s'est fermé. Se voyant allumé, nous pouvons conclure que la marche 2 de notre moteur ici présent est actionnée. Dès lors que ce dont nous avons prévu faire avec la marche 2 est terminé, nous venons ici sur notre boîte à boutons poussoir, que nous appuyons, elle ouvre tout. Et quand nous enlevons notre main, elle se referme. Vous voyez là, le sens 2 est terminé. Voilà ainsi, grosso modo, comment fonctionne la marche avant et la marche arrière. Cependant, nous allons simuler un arrêt d'urgence. N'oubliez jamais, ces deux éléments-ci sont les verrouillages. Nous avons vu comment ils fonctionnent. Quand KM1 est excité, celui-ci s'ouvre. De même, quand KM2 est excité, celui-ci également s'ouvre. C'est ce qu'on appelle le verrouillage. Vous pouvez faire votre démarrage direct sans verrouillage, mais vous avez vu la limite. Si je le fais sans verrouillage, il va marcher. Mais à condition que jamais, lorsque la marche 1 fonctionne, un opérateur vienne appuyer sur la marche 2. Tant que cela est possible, c'est bien. Mais il est conseillé de toujours prévoir les verrouillages. Vous voyez cet insigne, ce triangle-ci sur la partie puissance et celui-ci. Ce sont les verrouillages qui sont gérés dans la partie commande par ces deux contacts. Maintenant, nous allons passer à la simulation d'une surcharge. Alors, ici, nous venons de fermer. On revient. Pour passer à la simulation d'une surcharge, nous allons simuler une marche. Donc, nous allons venir fermer le bouton S1 pour lancer la marche 1. On sait déjà ce qui va se passer. Allez, là, la marche 1 est lancée. On retire notre main sur le bouton poussoir et revient. Nous sommes là, en plein fonctionnement dans le sens 1, comme vous voyez cette flèche. À un moment donné, si le moteur reçoit un courant supérieur à son courant nominal par rapport à un temps donné, qu'est-ce qui va se passer? Notre relais thermique sur ses contacts de commande 95, 96 et 97, 98 va nous signaler. C'est ce qui se passe. Regardez attentivement ces deux contacts. En cas de surcharge sur notre moteur, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons le 95, 96 s'ouvre, coupant ainsi l'excitation du sens 1. Nous voyons ici, le moteur n'est plus alimenté. Le contact 97, 98 se ferme, allumant ainsi le voyant H4. Ce voyant H4 qui nous signale qu'il y a surcharge. Et en cas de surcharge, un personnel qualifié doit venir sur le système. Ils vont arrêter le sectionneur porte-fusible comme ça. Et ils vont entreprendre des actions de maintenance avant de reprendre le mode de fonctionnement de notre système. Par la suite, nous passons aux équations de fonctionnement. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, démarrage direct, un sens de marche, les contacts ouverts sont symbolisés sans la barre et les contacts fermés sont écrits avec des barres sur la tête. Pour exciter le contacteur KM1, je dois passer par Q ouvert, F1 fermé, F2 fermé, S0 fermé. Vous voyez, chaque fois que c'est fermé, nous avons la barre. S1. Bon, à ce niveau-ci, j'ai deux actions, soit S1, soit KM1. D'où le OU. Le OU signifie le plus. C'est-à-dire, pour que KM1 soit excité, je dois passer par S1 ou KM1. Un des deux, jamais les deux à la fois. Et enfin, KM2, 2.
fermé. Donc, cette équation traduit que le fois ou bien le point, c'est le et, le plus, c'est le ou. Donc, il faudrait que Q et F1 bar et F2 bar et S0 bar et S1 ou KM11 et KM22 bar. Voilà l'équation de KM1. L'équation de KM2, c'est la même chose. Q, F1 fermé, F2 fermé, S0 fermé ou S2 et ou S2 KM21, je ferme et KM12, c'est ça là. Donc, quand les deux branches sont en parallèle, c'est le plus ou bien le ou. Quand les branches sont en série, c'est le et ou le point. Et dans l'équation de H1, ça sera Q et F1, c'est tout. L'équation de H3, ça sera Q et F1 et KM13. L'équation de H4, ça sera Q et F1 bar et F2. Ces contacts, ce sont des contacts F2, mais cette fois-ci F2 ouvert. Donc voilà ainsi comment est-ce qu'on écrit les équations de fonctionnement qui peuvent être introduites dans un automate pour ainsi implémenter le fonctionnement de ce mode de démarrage. Pour ce qui est des avantages de ce démarrage, il est simple à installer, peu coûteux, très fiable, le moteur démarre rapidement. Pour ce qui est des inconvénients, le démarrage est brutal, le courant de démarrage est très élevé, le risque de choc mécanique sur les machines et il est déconseillé pour des moteurs de forte puissance. En guise d'application, nous avons des applications dans des convoyeurs réversibles, dans des machines de levage, dans le portail motorisé et bien d'autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager, de la liker, de nous laisser un commentaire et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.